Bonjour Cécile Comics et aujourd'hui je vais vous parler des artistes que j'ai aimés et un peu moins aimés dans Dawn of Superman, tome 1, paru chez Urban Comics. Alors cet album, Dawn of Superman, donc c'est l'ère Dawn of DC avec les titres Superman épisode 1 à 5, Action Comics 1051 à 1056. On a aussi l'annual numéro 1 et 2 épisodes spin-off qui font partie de l'event Night Terrors et qui sont donc complètement hors continuité par rapport aux autres séries. On a dans cet album 2 scénaristes, Joshua Williamson et Philip Kennedy Johnson. Joshua Williamson, il est essentiellement sur Superman et sur l'annual, et Philip Kennedy Johnson, il est sur Action Comics. Et il y a vraiment une différence de ton entre les deux. Je vais y revenir un petit peu après quand je vais parler des différents segments. Cette vidéo, je vais la décomposer en 3 parties. La première, je vais vous dire ce qui m'a un petit peu déçu graphiquement dans cet album. En deuxième partie, ce sur quoi je suis un petit peu partagé, et vous voyez à la liste de tous les artistes qui sont dans cet album, c'est que justement, il y a des choses que j'ai plus ou moins aimées en fonction des artistes. Et enfin, la dernière partie, je vous dirai ce que j'ai vraiment, vraiment aimé graphiquement dans ce tome. Alors tout d'abord, ce qui m'a un petit peu moins plu dans cette partie, même si on a cette magnifique cover de Dan Mora, c'est toute la partie Action Comics, donc de 1051 à 1056. La première partie de 1051 à 1053 est dessinée par Rafa Sandoval et l'autre par Max Raynor de 1054 à 1056. On va voir que les styles sont assez différents, mais on n'a pas non plus un sentiment de rupture assez important. Alors pourquoi j'ai moins accroché sur cette partie? On voit ici, c'est dynamique, il y a une mise en scène plutôt intéressante, il y a des visages très différents, l'ancrage est propre, même si on voit effectivement que la modélisation 3D derrière de la ville, elle est faite avec du logiciel 3D, ce qui fait des fois notamment des petits contrastes en termes de finesse de trait ici par rapport au reste de l'ancrage. Je suis pas toujours fan de ça, mais bon, pourquoi pas. Euh, on a aussi ce plan vraiment intéressant de la Superman Family, avec cette pose qui est vraiment, je pense, un hommage non dissimulé à Alex Ross et à la première apparition de Superman dans Kingdom Come, la série qu'il a faite avec Mark Waid. Et globalement, on a quelque chose de bonne tenue. Le storytelling est lisible, mais quand même assez classique. Parfois, j'ai eu un petit peu de mal à faire la distinction entre les personnages, notamment entre Connor. Non, mais ça c'est Jonathan justement et Connor Kent, je sais jamais trop, ça dépend de la coiffure. C'est pas toujours évident. On a un ancrage des fois un peu épais, moi qui m'a fait penser un peu au style un peu réaliste de Lee Wicks ou de Mike Deodato Jr. Pourtant, ce sont des artistes, enfin surtout Lee Wicks que j'aime beaucoup, mais là en l'occurrence, voilà, je trouvais que ça faisait très finalement comics de super-héros assez simple, pas une patte graphique ni en termes de dessin, ni en termes de découpage, ni en termes de colorisation suffisamment notable. On est dans quelque chose de voilà de plutôt qui porte son nom, hein, Action Comics, plutôt bim badaboum. Donc pas inintéressant. Je vais sans doute spoiler hein, sur des pages, donc si vous l'avez pas lu, allez le lire d'abord parce que forcément je vais tomber sur quelque chose qui va vous gâcher quelque chose. Dans la deuxième partie, avec le deuxième artiste, en fait, on est quelque chose d'un petit peu plus, je vais pas dire cartoon, mais dans les visages, un petit peu plus stylisé, un peu moins réaliste, on va dire. Mais voilà, pas forcément quelque chose qui m'a marqué. Encore une fois, Max Raynor, c'est pas un mauvais artiste, mais on a quand même cette page qui claque quand même pas mal, hein, en termes de perspective sur la ville et tout, même si c'est une posture assez classique. Mais voilà, j'ai pas vraiment noté quelque chose, encore une fois, que j'aurais trouvé vraiment marquant. L'histoire en elle-même aussi est assez simple, peut-être un poil étiré en longueur, même s'il y a quand même des twists. On est dans quelque chose de finalement assez convenu, je trouve. Je me pose encore la question aussi de la façon dont le scénariste va utiliser l'ensemble de la Superman Family, en fait, dans leurs interactions, qu'on a un petit peu en début de l'histoire, mais
Voilà, dans finalement un nombre d'épisodes assez conséquent, on a l'impression que l'intrigue principale est volontairement un petit peu trop étirée et qu'il se passe finalement pas suffisamment de choses pour une intrigue relativement simple. Au final, en tout cas moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Donc cette partie-là, un peu déceptif pour moi, mais c'est très subjectif pour le coup, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit ni mal écrite ni mal dessinée. La partie sur laquelle je suis un petit peu plus mitigé, ça concerne bien évidemment l'annual et les deux épisodes spin-off de Night Terrors, parce que c'est là où on a pléthore d'artistes très différents avec des styles vraiment très variés. Donc après, ça va être très subjectif. J'essaie d'expliquer ce que j'aime pas là-dedans. D'abord, dans l'annuel, on a une histoire un peu prétexte dans laquelle Lois Lane, qui a repris les rênes du Daily Planet à la suite de Perry White, et elle va envoyer, pendant que Superman est en train d'affronter ce qui semble être des armes envoyées par son adversaire Toyman, elle va envoyer en fait des membres de son équipe qu'on découvre ici. Tout le casting, en fait, qui sont les journalistes de différentes rubriques, comme Cat Grant, par exemple, qu'on connaît. On a Jimmy Olsen aussi. À travers différentes missions, différents reportages, ce qui va permettre en fait à chaque fois de changer d'artiste. C'est un peu le truc un petit peu prétexte pour avoir ce pot pourri d'artistes très différents. On commence avec Mahmoud Asrar. Je pense que c'est lui effectivement sur ce style-là parce que je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, mais quand même maintenant il commence à avoir une certaine popularité. Moi, je l'ai découvert il y a quelques années sur Dynamo 5, une série Image qu'il a co-créée avec Jay Faber. Et puis après, il a évolué au fur et à mesure, très vite, à un niveau, je trouve, assez impressionnant. Il est passé sur pas mal de titres chez Marvel, au New X-Men, plusieurs titres X-Men d'ailleurs. Et puis, il a fait notamment récemment, enfin, il y a quelques années maintenant, mais un Conan avec Jason Aaron, qui est vraiment somptueux. Et j'aime beaucoup dans son style, parce on le retrouve là, mais je pense, même si c'est très mal crédité dans cet album-là, mais que c'est lui qui fait aussi les dernières pages avec Lobo, puisque en fait, ça ressemble vraiment un peu à son style, avec déjà ses musculatures très saillantes, très détaillées, cet usage des ombres aussi, très intéressant, qui me fait le classer un peu dans la catégorie des artistes comme Doug Monk ou Lainey Francis Yu aussi. Donc voilà, c'est vraiment un très bon artiste qui, je pense, fera vraiment un truc extraordinaire sur Lobo. Donc intéressant de le voir, mais malheureusement, c'est que quelques pages. Ensuite, on a un plus jeune artiste, en fait, que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Edwin Galmon, qui semble d'ailleurs être sorti il n'y a pas longtemps de l'école d'art, si les informations que j'ai vues sur lui sur Internet sont justes, et qui fait pas mal de covers sur la série Cyborg notamment, et pas mal de covers chez DC. Je trouve son style assez atypique, assez intéressant, même si ça fait plus, on le voit plus sur un titre indé, voire sur des illustrations de mode, tellement je trouve qu'il arrive à capter et les visages et les postures et les coiffures des personnages. Donc faut voir ce que ça donnerait sur quelque chose sur autre chose que ces quelques scènes mettant en scène les différents personnages et quelques pages à la fin. C'est intéressant graphiquement, assez atypique à voir sur le long terme ce que ça donnerait, et notamment sur des scènes d'action. En tout cas, voilà, c'était intéressant de le découvrir. Autre artiste derrière où je trouve intéressant, mais pas forcément quelque chose qui m'a percuté pour l'instant, c'est Kathleen Yarsky. Alors, c'est une artiste que j'avais découvert sur la série Image Coyote, euh, qui a un style aussi très intéressant, qui me fait penser un peu en moins cartoon euh, à des artistes comme Amanda Conner, et avec notamment au niveau des visages, l'expressivité des visages. Ici, ça fait un travail globalement propre, mais pas forcément euh, euh, à ce point-là remarquable, parce que peut-être par manque soit de détails, soit de mise en scène, même si cette double page est quand même pas mal. Donc voilà, un petit passage, pas inintéressant, mais j'allais dire un peu dans le ventre mou de cet album. On a ensuite Max Raynor, mais donc, dont je parlais dans le segment Action Comics. Là encore,
C'est propre, il y a juste ce qu'il faut, un peu de dynamisme, notamment dans cette scène de combat. Mais voilà, quelque chose de pas encore notable, pour moi, pas un trait, reconnaissable ou pas un style qui m'a marqué. Et puis la dernière partie, c'est Jack Herbert, c'est un artiste que je ne connaissais pas, qui a travaillé notamment, chez Dynamite, sur, Red Sonja, sur Battlestar Galactica. Il a travaillé pas mal avec Alex Ross sur, un projet qui s'appelait Kirby Genesis et sur, des titres spin-off un peu de Super Project, non, de Project Super Powers, pardon. Donc, c'est un style, assez intéressant. On voit son Superman qui ressemble un peu à Christopher Reeves, un petit peu plus détaillé, qui fait penser un peu à du Chris Weston, un petit peu. Celui qui a fait la maxi-série The 12, chez Marvel, ou à du Ethan Van Sciver. Voilà, cette approche-là, un peu même à l'époque de Deodato Junior, avant qu'il utilise trop de photos. Euh, Pas inintéressant, pas inintéressant, clairement. C'est un artiste que je vais essayer de garder sous le radar pour voir un petit peu. Mais on va dire dans ce mélange, c'est pas vraiment dans cet annuel que j'ai trouvé un artiste qui me plaisait. C'est plutôt de manière assez inattendue. Dans Night Terrors, en fait, les deux épisodes spin-off euh, de la série, enfin de l'event, c'est Tom Riley, un artiste que je ne connaissais pas du tout. euh, et qui voilà, rentre dans la catégorie pour moi des artistes comme Chris Samney ou Leonardo Romero, que j'aime beaucoup, qui ont ce style très design, en fait, qui arrive à rendre très crédible et très réaliste des personnages, mais avec une approche du très, très design. Alors on le voit ici à la forme de nez, des yeux, qui vraiment, avec une économie de moyens, en fait, arrivent à donner énormément de vie à leurs personnages. Et là, je trouve que c'est très intéressant parce que être allé chercher quelqu'un qui a un style comme ça, qui est pas une ligne claire, mais qui pourrait s'apparenter un peu à ça, on le voit avec ses formes de visage au contour très épais et très marqué. Et pour autant, il y a un très beau travail, mais comme le fait Chris Samney, par exemple, là, sur les textures, ici, de décomposition et tout. Et on va voir tout au long de cet épisode qui est censé être, enfin, ces deux épisodes qui sont censés être assez cauchemardesques, comment il arrive justement à faire quelque chose et à rendre ces ambiances très très différentes avec le même type de ligne. Euh, il y a notamment, j'aime beaucoup cette, euh, la façon dont il va designer Clark ici, ou Supergirl. On a ces Supergirl zombies qui apparaissent et qui attaquent les différents personnages, et on voit à quel point les textures des cheveux, de la décomposition sont très bien travaillées, tout en gardant effectivement ce design assez reconnaissable. Alors, c'est vraiment pas du tout un artiste que j'avais repéré. Il a bossé chez Marvel un peu sur Ant-Man notamment. Voilà, j'ai vu ses crédits, mais sur des trucs que j'avais jamais vraiment, vraiment regardé. Donc, c'était intéressant de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Mais je vais essayer de continuer un petit peu à suivre sa carrière. Et j'ai vu qu'il est parti notamment bosser, si je ne m'abuse, c'est bien lui, sur la série Duke, qui est une série qui va être qui est dans l'univers, en fait, alors Energonverse, si je me souviens bien, Ledger Energonverse, qui est l'univers que Howard Kirkman a lancé avec les personnages d'Hasbro qui sont G.I. Joe et les Transformers, qui va arriver en France là dans les prochains mois. Et donc il y a une série Duke consacrée à un des membres des G.I. Joe, et j'ai lu que c'était Tom Riley qui dessinait, donc intéressant à suivre. Voilà, parce que même si encore une fois, on peut avoir l'impression que c'est un artiste qui s'est beaucoup inspiré de Chris Samney, moi je trouve ça intéressant de voir après comment ces artistes prennent des références et puis arrivent à s'en affranchir, à partir vers autre chose. Et là, en tout cas, c'est déjà très qualitatif dans le découpage. Cette séquence ici, par exemple, je trouve, où on suit l'évolution des personnages qui discutent avec un changement d'angle assez subtil, puisque l'angle s'élève au fur et à mesure, et en même temps un changement de décor au fur et à mesure de leur évolution. Donc voilà, c'est plutôt bien foutu, très lisible, très dynamique, et avec un style dont moi, en tout cas, je suis assez friand, et qui, je trouve, va très bien à Superman. En fait, cette approche très ligne claire du personnage, je trouve, correspond à l'idée qu'on peut s'en faire.
Alors Jamal Campbell, c'est un artiste, que j'avais repéré avec, Far Sector, la maxi-série en 12 épisodes, consacrée à Green Lantern Joe Mulane, dans lequel elle va résoudre un crime, en fait, dans un secteur de la galaxie très, très éloigné. C'est une histoire, qui est un peu lente à démarrer, mais qui est, je trouve assez intéressante sur la durée, parce qu'elle construit une histoire assez complexe, à la fois sur la personnalité de Joe Mulane, en même temps sur, l'environnement un peu, politique, et sociologique de la planète sur laquelle elle se trouve, en même temps, sur l'enquête qu'elle mène et cetera. Donc c'est voilà, je vous le recommande, c'est un gros morceau, c'est très dense, mais c'est une histoire assez originale, donc ça vaut le coup et graphiquement, ça m'a permis de voir un petit peu, que cet artiste que je ne connaissais pas, qui en plus vraiment, à plusieurs niveaux, hein, puisqu'il est, dessinateur, encreur et coloriste et ça va se voir vraiment, dans ses pages, qu'il maîtrise en fait vraiment le rendu de toutes les pages. Il a un style qui peut déplaire sur 2 aspects. Déjà, d'une part parce que, les visages sont un petit peu caricaturaux en fait, mais en tout cas sont un peu loin des canons de comics, habituels. Bah, justement comme Rafa Sandoval, comme, Jim Lee, comme voilà ce qu'on a l'habitude de voir. Donc si par exemple, vous êtes pas trop fan, des styles comme Mike Wieringo, Ed McGuinness et cetera qui vont jouer dans l'exagération des visages, des formes, des silhouettes, ça peut vous laisser un peu en dehors et je pense aussi qu'il y a peut-être des lecteurs de Superman qui apprécieront pas forcément cette représentation, de Clark ou de Superman qui a l'air des fois un peu béné quoi. Mais moi j'aime bien et je trouve que ça apporte, on le voit ici, un petit parfum, rétro en fait à cette série, un peu comme dans la série animée Superman, où il y avait cette ambiance, rétro, ce qu'on appelle rétro-futuriste un petit peu, c'est-à-dire que une influence un peu des années 50, de l'American Way of Life, tel que le dépeignait Norman Rockwell. On le voit ici avec des couleurs, voilà, ce soleil qui brille sur la peau, presque ce rendu un peu qui se voudrait un peu presque peint réaliste sur les visages. Ça me fait penser un peu à ça. Et je trouve que ça va très bien avec Superman. C'était un peu l'ambiance qu'il y avait déjà dans Superman for All Season, par exemple, de Jeff Lubb et Tim Sale. Et là, je trouve que ça correspond bien. Et ça correspond bien aussi à l'ambiance un peu futuriste de Metropolis. Et ça permet aussi à l'artiste d'équilibrer vraiment bien son dessin, parce qu'on voit que finalement son ancrage est surtout marqué sur les contours, et beaucoup de traits sont faits, beaucoup de détails de l'intérieur, en fait, des personnages ou des décors sont faits à la colorisation. Ce qui fait que c'est un mariage, je trouve, vraiment réussi dans les textures, dans les formes de muscles, par exemple, qui ici sont vraiment traduites par la colorisation. Sur les visages aussi, ça fonctionne bien. Je pense aussi c'est un bon designer en fait. On a cette ambiance un peu, que je disais, un peu futuriste, simple, mais qui est parfaitement bien faite. On le voit notamment dans ce décor, cette petite référence à ce petit véhicule que vous avez peut-être eu, pour les plus anciens, comme moi qui avaient ce petit vaisseau Superman avec les 2 petits points sur les côtés. Ça ressemble un peu à celui-là. Donc je sais pas si c'est exactement le même, mais, ça y ressemble beaucoup. Donc voilà, je vous parlais du visage de Superman qui des fois peut déplaire, je pense, mais moi je trouve, en tout cas, assez intéressant. Les personnages sont très expressifs et dynamiques, et ça aussi c'est pas mal. Je trouve que ça apporte beaucoup de vie, qu'ils soient très expressifs. Il y a cette ambiance lumineuse, alors ça aussi c'est un autre point que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment des partis pris d'éclairage assez forts, qui encore une fois peuvent déplaire si vous aimez plutôt vos comics, le plus on va dire plus, pas plus terne, mais en tout cas plus sobre là-dessus. Là, pour le coup, ça claque un peu quand même. Mais là où, par exemple, quelqu'un comme Simone Di Meo me plaît un peu moins, avec ce côté néon fluo permanent, effet de flou et tout, que je trouve un peu trop agressif et répétitif. Là, pour le coup, j'aime bien ça. Je pense ça apporte une ambiance à la fois à la ville. Là, on a quelque chose de, voilà, on a ce combat au soleil levant, très chaleureux, ou plutôt à la nuit tombée, je pense, très chaleureux, avec ces tonalités et tout, qui, je trouve, vont bien à Metropolis, et qui permettent d'avoir des effets d'éclairage assez audacieux, comme ici, hein, avec ce Superman qui arrive sur un soleil couchant, et en même temps de pouvoir basculer dans des ambiances comme ça, beaucoup plus crépusculaires. C'est la deuxième partie de l'histoire, où là, justement, l'artiste va pouvoir mettre en place une ambiance, comme on voit ici, de pleine nuit, où Clark va éclairer avec sa vision laser,
vraiment cette ville. Donc ça apporte vraiment quelque chose, et ça permet voilà, de changer littéralement d'ambiance, de casser un peu, aussi je trouve une forme de platitude qu'on peut trouver des fois dans des colorisations. Bah, c'est ce que je reprochais notamment dans la partie, Action Comics, hein, où la colorisation était un petit peu toujours, je trouve, dans la même ambiance. Là, on a des changements de tonalité. On a ce personnage de Marilyn Moonlight qui a cette apparition un peu spectrale et lumineuse qui permet encore une fois de créer des effets ici à l'artiste, de transparence ou d'éclairage très différents. Et puis ça lui permet aussi de... Alors il y aura quelques spoilers, hein, désolé, mais un peu obligé, d'avoir une ambiance très horrifique à un moment donné, avec ces éclairages rouges et ce contraste avec cette opposition entre le bleu et le rouge qui va être assez inquiétant à des moments. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, très adapté à ce qu'on pourrait attendre d'une histoire Superman. Oui, il y a deux, trois petites pages de Nick Dragota, j'ai pas cité, mais c'est vraiment juste un petit flashback, pas forcément le plus intéressant. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que scénaristiquement, il y a 5 épisodes. Et en fait, les 3 premiers ont la même intrigue qui tourne autour du parasite. Et en fait, on va voir qu'il y a une intrigue de fond qui se met en place avec des scientifiques qui, on va dire, manipulent les adversaires de Superman. Et puis, on a les 2 autres épisodes qui mettent en scène un personnage qui, je trouve, graphiquement est hyper intéressant, c'est le Silver Banshee. Cette femme, là aussi, spectrale, qui va envoyer toutes ses formes sur Superman, ces formes fantomatiques qui attaquent Superman, cette chevelure aussi qui est extrêmement bien travaillée et qui donne lieu, encore une fois, à des planches assez impressionnantes, avec cet effet de cape aussi que j'aime beaucoup, de Superman qui est, encore une fois, pas réaliste dans la représentation de ce que devrait être vraiment l'effet de flou, de la traînée laissée par Superman, mais qui est vraiment un truc purement graphique. Et c'est ça aussi que j'aime bien avec Jamal Campbell, c'est que on est vraiment dans un juste équilibre entre quelque chose entre des choix très très graphiques, vraiment, et encore une fois dans les designs, dans les formes, etc. des personnages, dans l'utilisation des couleurs. Et puis juste ce qu'il faut, je trouve, de réalisme pour crédibiliser un peu l'histoire, crédibiliser les personnages, les rendre vivants, en fait. Donc voilà, une belle découverte. Scénaristiquement, je préfère vraiment ce segment Superman. Je trouve que Joshua Williamson campe bien les personnages et campe bien la relation entre Lex Luthor et Superman. En tout cas, ça augure quelque chose d'intéressant. J'ai pas vraiment compris comment la partie Action Comics et la partie Superman s'articulaient. Dites-moi en commentaire si vous avez suivi, parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu en décalage, qu'on n'est pas dans les mêmes situations pour Lex Luthor et pour Superman à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est la partie qui a ma préférence, parce que graphiquement, elle est audacieuse, parce qu'elle propose autre chose, parce qu'elle a ce mix entre ce côté un peu désuet, à l'ancienne, on va dire, de Superman, et le côté un peu plus futuriste. Ça m'a rappelé effectivement la série animée, c'est sans doute pour ça, et d'ailleurs, c'est peut-être pas anodin qu'il y ait ce clin d'œil visuel dans ce spot de pub de l'entreprise Supercorp, maintenant que je vous laisse découvrir, qui va travailler avec Superman, ou qui reprend clairement le design un peu de Superman par Bruce Timm. Donc voilà, une jolie découverte, et en tout cas, j'ai hâte de voir un peu la suite de Jamal Campbell sur Superman. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie encore pour votre soutien, vos conseils aussi sur la chaîne YouTube pour améliorer les vidéos dans le post de la communauté. Ça m'a beaucoup aidé. Donc je vous remercie encore. Et puis je vous donne rendez-vous très vite avec d'autres titres de Dawn of DC, parce que je vais continuer à les chroniquer pour découvrir le travail graphique de tous ces artistes. Merci, prenez soin de vous, continuez à lire des comics, et à très bientôt. Ciao.